L'homme s'ennuie, et l'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure, et il rit, et il n'a point envie de s'en aller. Au cours du XXe siècle, le théâtre français voit la coexistence de formes traditionnelles et de nouvelles tendances artistiques qui remettent totalement en cause les règles théâtrales héritées des siècles précédents. Le théâtre de boulevard et le vaudeville. Dès le XVIIIe s'ouvrent à Paris, boulevard du Temple, des théâtres populaires, dans lesquels sont représentées des pièces légères. Toujours présents au XIXe avec des auteurs comme Georges Courteline, le théâtre de boulevard et le vaudeville connaissent un grand succès à la Belle Époque, entre la fin du XIXe et jusqu'à 1914 environ. Notamment avec Georges Feydeau et des pièces comme Un fil à la patte ou La puce à l'oreille. Ce théâtre de boulevard s'adresse à un public bourgeois. C'est un théâtre conventionnel qui est fait pour divertir. Il continue d'ailleurs aujourd'hui de cohabiter avec des formes beaucoup plus complexes. Vous êtes là, devant moi, tout à moi. Vous voyez bien que le ciel se met de la partie. Mais laissez-moi! Non. C'est pas à vous qu'on a écrit, c'est à mon mari! Mais non, c'est invraisemblable. Il est laid, lui. Parmi les dramaturges qui vont renouveler ce genre au XXe siècle, on retrouve Sacha Guitry, qui est connu pour son humour caustique et ses satires de la bourgeoisie. Et plus tard, Marcel Pagnol, qui sera l'un des dramaturges les plus populaires de la fin des années 20, et grâce notamment à ses pièces comme Topaz, Marius, Fanny, qu'il adaptera ensuite au cinéma. Avec Marius, Pagnol donne, comme le dira Michel Corvin, la première œuvre de plein air du théâtre de boulevard. Il peuple la scène de personnages populaires comme César le cafetier, Panis, le marchand de voile, ou Honorine l'écaillère. Et il fait du théâtre de boulevard un théâtre vraiment populaire. Oh, pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Viens là, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire, alors. Oh, très bien. Le théâtre satirique. Parallèlement à ce théâtre de boulevard, la satire sociale qui a toujours été présente dans le théâtre français est incarnée par exemple par Jules Romain dans les années 20 avec sa pièce Knock, qui va connaître un immense succès. Dépassant la dimension comique, cette œuvre aborde la gestion de la manipulation de masse, l'exploitation des peurs collectives et la médecine comme instrument de pouvoir et de commerce. C'est dire à quel point elle est encore d'actualité. Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit, je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, n'est-ce pas? C'est une faveur. Mais vous êtes trop bon, docteur. Mais alors c'est donc grave ce que j'ai. Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Oh. Vous fumez? Ah non, je chic. Défense absolue de chiquet. Vous aimez le vin? Bon, j'en bois raisonnablement. Plus une goutte de vin. Vous êtes marié? Oui, docteur. Sagesse totale de ce côté-là. Je peux manger? Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit. Croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite. Oh, je me sens réellement pas à mon aise. Gardez-vous-en bien, gardez-vous-en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Oui, faites vos annonces comme si de rien n'était. Et attendez tranquillement jusqu'à soir. Théâtre dadaïste et surréaliste. Toujours dans les années 20, le mouvement surréaliste naît au lendemain de la Première Guerre mondiale, notamment en réaction aux horreurs de ce conflit et au désir de changer le monde. Dadaïstes et surréalistes vont vouloir explorer de nouvelles voies théâtrales. On retiendra Guillaume Apollinaire, qui incarne l'une des figures du théâtre surréaliste à travers une pièce intitulée Les mamelles de Tirésias, 1917. La pièce, conçue comme un spectacle total, s'ouvre sur la grande place de Zanzibar le matin. Thérèse, qui se dit féministe, refuse l'idée de procréation obligée et veut faire carrière en tant que soldat, artiste, député, avocat, sénateur, ministre et président de la chose publique. Elle décide donc de se transformer en homme en faisant
symboliquement exploser ses mamelles. Quand arrive son mari, il ne la reconnaît plus. Et Thérèse lui annonce qu'elle n'est plus sa femme et qu'elle a changé son nom en Tirésias, nom du devin aveugle de Thèbes. Le mari décrète alors qu'il va faire des enfants tout seul. Ainsi, au deuxième acte, la scène est envahie de berceaux et le mari admire sa nombreuse progéniture, soit quand même 40 049 enfants, et à la fin de la pièce, après moultes aventures, le mari et Thérèse sont à nouveau fous amoureux. Alors évidemment, la pièce fera scandale, et ce sera pas la seule, parce que en 1928, Roger Vitrac propose une pièce intitulée Victor ou les enfants au pouvoir. Victor ou les enfants au pouvoir se passe en septembre 1909, c'est-à-dire après la défaite de 1870 et quelques années avant le début de la Première Guerre mondiale et le cataclysme qu'elle entraînera. C'est donc la belle époque, et le petit Victor, qui fête ses 9 ans, va nous montrer l'envers pourri de cette belle époque. En ce 12 septembre, c'est son anniversaire. Cet enfant est d'une clairvoyance absolue en dépit de son âge, et il va user de son droit d'anniversaire, si l'on peut dire, pour mettre au jour tous les secrets, les non-dits hypocrites de sa famille, n'épargnant pas non plus la patrie ni l'armée. Victor incarne en fait une parole de vérité, décalée complètement par rapport au discours poli du dîner. Les influenceurs, théâtre de la cruauté et distanciation brechtienne. Dans l'entre-deux-guerres, deux figures majeures, qui sont Antonin Artaud et Bertolt Brecht, vont poser les jalons d'un théâtre engagé dans le cas de Bertolt Brecht et un théâtre de la cruauté pour Antonin Artaud. En 1932, Antonin Artaud écrit un manifeste du théâtre de la cruauté, suivi en 1938 du célèbre Le théâtre et son double. Ces œuvres théoriques vont avoir une influence considérable, et notamment sur le nouveau théâtre de l'absurde, après 1945. Antonin Artaud revendique un théâtre qui provoque un violent impact émotionnel sur le public. Il faut toucher l'inconscient et retrouver la dimension sacrée et métaphysique du théâtre. Ce théâtre doit nous réveiller nerfs et cœurs, dit-il. La cruauté dont il parle, c'est la souffrance d'exister qu'on retrouvera chez les personnages de Beckett, notamment dans les années 60. L'expression corporelle doit être, pour Artaud, intense, exagérée, toujours dans l'idée de transmettre des émotions violentes et brutes. Sur le plan sonore, Artaud valorise des bruits agressifs, stridents, une musique discordante. Et tout cela associé à une utilisation nouvelle de la lumière qui accompagne les émotions des spectateurs, ou plutôt les guide. Enfin, les années 70 en seront l'illustration, une place prépondérante est donnée à la mise en scène, bien plus qu'au texte. C'est la mise en scène qui est le théâtre, beaucoup plus que la pièce écrite et parlée, affirme Antonin Artaud. Le théâtre de la cruauté vise donc à une expérience théâtrale totale qui frappe l'essence du spectateur et l'oblige en quelque sorte à affronter ses peurs, ses angoisses, sa condition d'être humain. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. Quant à Bertolt Brecht, son approche novatrice a profondément influencé le théâtre contemporain en proposant une nouvelle façon de concevoir la relation entre l'art dramatique et la société. Brecht a développé ce qu'il appelait le théâtre épique, une forme théâtrale qui se distingue du théâtre traditionnel par plusieurs aspects, et notamment la distanciation, c'est le concept clé du théâtre brechtien. Il vise à empêcher l'identification émotionnelle du spectateur avec les personnages, parce qu'il cherche plutôt à favoriser une réflexion critique. Pour cela, Brecht utilisait diverses techniques, comme l'utilisation de panneaux avec des maximes, des apartés adressés directement au public, des intermèdes chantés, ou une narration qui tout d'un coup stoppe l'action. La plupart des pièces de Brecht abordent des thèmes sociaux et politiques brûlants. Il critique les institutions, et contrairement au théâtre traditionnel, où le spectateur est passif, en fait il a révolutionné le théâtre en le transformant en un espace de réflexion critique et d'engagement social. Son approche continue d'inspirer les artistes contemporains à utiliser le théâtre comme un outil puissant pour susciter la conscience sociale et encourager l'action. Réécriture des mythes. Dans la première moitié du XXe et pendant la Deuxième Guerre mondiale, des auteurs comme Jean Giraudoux ou Jean-Paul Sartre ou Jean Anouilh proposent une réactualisation des mythes et un retour du tragique. Ils vont reprendre des mythes antiques comme celui d'Oedipe,
ou d'Antigone, ou d'Électre, et les moderniser. Il montre ainsi d'une part la permanence des interrogations humaines, et d'autre part le sens nouveau que l'on peut donner à ces mythes, parce qu'on est dans un contexte bouleversé de la montée des fascismes, puis de la guerre. C'est le cas avec Jean Giraudoux et La guerre de Troie n'aura pas lieu en 1935. La grande leçon, c'est, me semble-t-il, de rappeler aux hommes à quel point les solutions humaines par la guerre sont bêtes et sont sottes, et sont engagées très souvent par les plus sots qui appartiennent à deux pays en guerre. C'est que la guerre me semble la recette la plus sordide et la plus hypocrite pour égaliser les humains, et que je n'admets pas plus la mort comme châtiment aux lâches que comme récompense aux héros. Ou l'ultra célèbre Antigone de Jean Anouilh en 1944, qui en pleine guerre reprend la figure de la révolte, de la rébellion d'Antigone. Cette idée de désobéissance à l'autorité au nom de valeurs supérieures. Un matin, je me suis réveillé, roi de Thèbes. Et Dieu sait si je n'ai autre chose dans la vie que d'être puissant. Il fallait dire non, alors. Ah, je le pouvais. Mais je me suis senti tout à coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête, j'ai dit oui. Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi? Votre politique? Vos nécessités, vos pauvres histoires? Moi, je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail, vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Mais si je veux, moi,